Au milieu de l'obscurité épaisse qui enveloppait la forêt de Windsor, Royal Lodge, la résidence du prince Andrew, était plongée dans un silence absolu. Soudain, un hurlement aigu déchira la nuit, brisant le calme. La sirène de l'ambulance résonna à travers le brouillard, sa lumière rouge et bleue balayant les murs de briques antiques, se reflétant sur les fenêtres assombries. Personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur de la grande propriété, n'apercevant que des ombres se déplaçant précipitamment dans la lumière vacillante. Peu avant minuit, les services d'urgence étaient appelés suite à un coup de téléphone frénétique. Lorsqu'ils ont forcé la porte du bureau d'Andrew, ils ont trouvé le prince inconscient sur le sol. Un verre de vin à moitié bu était posé sur le bureau. Un téléphone était tombé près du fauteuil, son écran affichant un message non envoyé. Chaque petit détail ajoutait à la tension suffocante de la scène. La nouvelle s'est rapidement répandue dans Windsor, et en quelques heures, Buckingham Palace a publié une brève déclaration. Le prince Andrew reçoit des soins médicaux spécialisés. Aucune autre explication, aucune image, est inconnue du public. À ce moment précis, le roi Charles et la reine Camilla avaient quitté le palais en silence, se dirigeant directement vers Royal Lodge. Les médias ont immédiatement exigé des réponses. Que se passait-il réellement derrière ces murs froids? Pourquoi le palais a-t-il répondu avec une telle rapidité, mais une telle discrétion? Et qu'est-ce qui a incité la reine Camilla, normalement une observatrice distante, à se présenter en personne ce soir-là? S'agissait-il simplement d'un accident de routine ou d'un secret caché et soigneusement dissimulé? Pour comprendre, nous devons revenir à la nuit du 28 octobre, une nuit où la famille royale britannique a de nouveau fait face à l'ombre du destin. Royal Lodge, Windsor, 28 octobre, 23h07. Le domaine historique entouré de forêts de chênes était enveloppé d'un épais brouillard. À l'intérieur, une lumière jaune chaude s'échappait du bureau du rez-de-chaussée. Sur le bureau se trouvait une tasse de thé froide, un dossier ouvert et un stylo pointé au bord d'une feuille, comme s'il avait été jeté à la hâte. Le prince Andrew était assis dans un vieux fauteuil en cuir, se frottant le front, respirant fortement. Des semaines de chagrin silencieux le tourmentaient. Pourtant, il travaillait tard dans la nuit, en partie pour passer le temps, en partie pour échapper à la solitude qui l'oppressait. Le seul bruit dans la pièce était l'horloge au mur, régulière, froide et inflexible. Presque toute la maison était vide. Le personnel était rentré chez lui des heures plus tôt. Sarah Ferguson, son ex-femme, était dans l'annexe arrière, en train d'examiner des lettres pour son œuvre caritative. Malgré des années de divorce, les deux vivaient toujours sur le même terrain, comme deux esprits piégés dans des souvenirs qu'ils ne pouvaient pas effacer. Vers 23h15, Sarah a entendu un faible bruit comme si quelque chose était tombé sur le sol. Au début, elle l'a ignoré. Quelques secondes plus tard, le bruit d'une chaise qui tombait résonna dans le couloir. L'instinct l'a fait se lever et se précipiter dans le couloir jusqu'au bureau. La porte s'est ouverte et la vue l'a figé sur place. Andrew était affalé à côté du bureau, le visage pâle, la main gauche serrée sur sa poitrine, sa respiration faible et superficielle. La tasse de thé cassée était renversée sur le sol, le liquide se mélangeant aux éclats de porcelaine. Sarah est restée un moment, stupéfaite, puis s'est précipitée, secouant ses épaules. « Andrew, m'entends-tu » Mais il n'y a pas eu de réponse. Tremblante, elle a composé le numéro des services d'urgence. « Ici Royal Lodge, Windsor, Prince Andrew. Il s'est effondré. Veuillez venir immédiatement. » Sa voix tremblait, un mélange de larmes et de sang-froid forcé. En moins de 10 minutes, le hurlement des sirènes a percé la nuit à la porte principale.
Des lumières rouges et bleues ont balayé les murs de briques antiques, se reflétant dans les fenêtres sombres. Le personnel de sécurité a ouvert les portes alors que les ambulanciers se précipitaient, portant une civière à travers le couloir au sol de pierre. Ils ont trouvé Andrew inconscient, avec un pouls faible et un rythme cardiaque irrégulier. Sarah a reculé contre le mur, la main couvrant sa bouche. La pièce était imprégnée du parfum du thé froid et de l'anxiété. Un médecin a placé le défibrillateur sur sa poitrine, administrant 2 chocs électriques successifs. Le corps d'Andrew a légèrement tressailli, puis s'est à nouveau affaissé. Sarah a sangloté, la voix tremblante. « Est-il vivant ?» Le médecin a répondu sèchement. « Nous faisons tout ce que nous pouvons. » Royal Lodge, autrefois un lieu de solitude tranquille, résonnait maintenant des pas précipités et du bourdonnement des machines. Un membre du personnel se souvenait de n'avoir jamais vu la maison aussi chaotique depuis le décès de la reine Élisabeth. Mais ce soir, il n'y avait ni membre de la famille royale, ni cérémonie, seulement de la vraie peur et du désordre. Au moment où l'ambulance est partie, l'horloge approchait de minuit. Les grandes portes se sont refermées derrière elle, laissant une allée embrumée, marquée par des traces de pneus. Sarah est restée figée, regardant le véhicule disparaître dans le brouillard, se sentant comme aspirée dans un vide. Des souvenirs ont envahi son esprit, leur première rencontre lors d'un événement équestre à Ascot, le mariage éblouissant en 1986, les gros titres des tabloïds et les scandales qui les ont déchirés. Bien que leur mariage ait pris fin il y a longtemps, un lien inhabituel subsistait entre eux, pas de l'amour, mais de l'obligation et de l'empathie. Elle avait dit un jour « Andrew peut tout perdre, mais je ne le laisserai pas perdre sa dignité. » Ce soir, ces mots résonnaient dans son esprit, crus et glaçants, à l'hôpital King Edward VII, où l'ambulance l'avait emmené. Le personnel médical supérieur a été mobilisé immédiatement. Lorsqu'Andrew a été conduite aux urgences, sa tension artérielle avait chuté à un niveau dangereusement bas. Son cœur s'est arrêté de battre pendant plusieurs secondes avant de redémarrer après un 3e choc du défibrillateur. Dehors, Sarah était assise sur un banc froid, les lumières au néon, les pas des infirmières et les questions polies se brouillant autour d'elle. Elle n'a rien dit, fixant les portes fermées des urgences. Quelques minutes plus tard, son téléphone a sonné. Un assistant royal s'est enquis de son état. Sarah a répondu sèchement. Il est toujours en traitement, et a raccroché, ne disant rien de plus. De retour à Royal Lodge, la scène est restée figée dans le temps, comme au moment où Andrew s'était effondré. La tasse de thé froide, la chaise renversée et les documents éparpillés jonchètent le sol. Sur le bureau, une note griffonnée à la hâte indiquait toujours « Réunion reportée au 29 octobre ». Personne ne savait qui il avait prévu de rencontrer, ni à propos de quoi. Vers 2h du matin, Sarah était rentrée chez elle après avoir appris qu'Andrew avait survécu à la crise immédiate. Entrant dans le bureau, elle a regardé autour d'elle, essayant de comprendre ce qui venait de se produire. Le clair de lune filtrait à travers la fenêtre, projetant de pâles traînées sur le sol. Elle s'est penchée pour ramasser une vieille photographie près du bureau, un instantané d'eux avec leur fille en vacances en Écosse. Tout le monde souriait, sauf Andrew, dont le regard était distant. Sarah s'est assise, tenant la photo pendant un long moment. Elle s'est rendue compte que pendant des années, Andrew avait vécu pris entre 2 mondes, l'un de la gloire passée, l'autre de la dure réalité, et maintenant son propre corps se rebellait, comme s'il ne pouvait plus supporter ce silence. Dehors, le brouillard restait épais, enveloppant le domaine. L'horloge a sonné à nouveau, régulière comme le battement de cœur d'une maison longtemps habituée à la solitude. Cette nuit-là, Royal Lodge a été témoin de quelque chose que peu de gens pouvaient imaginer.
Un homme qui se tenait autrefois sous les feux de la rampe en Grande-Bretagne, luttant maintenant pour chaque respiration, tranquillement, vulnérablement et douloureusement. Personne ne savait quelle nouvelle l'aube apporterait à la famille royale. Mais une chose était certaine. Après la nuit du 28 octobre, Royal Lodge ne serait plus jamais tranquille. C'était devenu le théâtre de la peur. La peur de perdre un fragment de mémoire royale et d'un homme qui avait autrefois symbolisé une époque de grandeur. Les relations entre le roi Charles et son frère Andrew s'étaient refroidies depuis longtemps après des années de scandales qui avaient ébranlé la monarchie. Depuis qu'Andrew avait été retiré de ses fonctions publiques, les deux ne se rencontraient que lors d'événements officiels, se serrant la main comme des étrangers. Beaucoup pensaient que Charles avait exclu Andrew de son cercle de confiance. Ainsi, lorsque la nouvelle de l'effondrement d'Andrew est parvenue à Buckingham Palace, on s'attendait à ce que le roi réagisse avec son silence calme habituel. Mais cette nuit froide et brumeuse, un coup de téléphone a agité Buckingham Palace, entraînant toute la famille royale dans une tempête d'inquiétude. Le téléphone a sonné dans le bureau de Charles à 2h08 du matin, un son strident dans le silence de l'ancien palais, où des lampes de bureau illuminaient des piles de dossiers de projets royaux. Charles, qui souffrait de douleurs chroniques et de nuits blanches, a décroché le combiné. Une voix tremblante et urgente s'est fait entendre. « Votre Majesté, nouvelles urgentes de Royal Lodge. Le prince Andrew vient d'être admis à l'hôpital de Windsor. » Pendant un moment, Charles n'a rien dit, fixant les murs tapissés de portraits d'ancêtres. Un frisson l'a parcouru. Malgré leur éloignement, Andrew était toujours son frère, un compagnon depuis l'enfance à travers les jardins de Windsor, un témoin des cérémonies royales et de la jeunesse. En apprenant la nouvelle, il avait l'impression que le passé revenait à la vie. Charles a immédiatement appelé l'équipe médicale royale, sa voix avec émotion, tout en conservant le sang-froid d'un monarque. Il a exigé des mises à jour constantes. Mais avant que l'appel ne se termine, l'assistant a ajouté quelque chose qui l'a fait s'arrêter. « Monsieur, nous croyons comprendre que c'est Sarah Ferguson qui l'a trouvé. » Charles a fermé les yeux. L'histoire embrouillée entre Andrew et Sarah, les complexités qui les entouraient, étaient revenues une fois de plus. Il savait que si cette information fuyait, la presse ferait éruption. Et c'était précisément ce que la famille royale ne pouvait pas se permettre en ce moment. Peu de temps après, l'écho des pas a rempli les longs couloirs de Buckingham. La princesse Anne a été la première à arriver, vêtue d'un manteau épais, les cheveux attachés en arrière, l'expression sévère. En entrant dans la pièce, elle a demandé directement « Où ont-ils emmené Andrew ?»« À l'hôpital St. George, Windsor », a répondu Charles doucement, son regard fixé sur la tasse de thé maintenant froide. Anne a laissé échapper un long soupir et s'est tournée vers son frère. « Nous devons y aller immédiatement. Tu sais combien la vie d'Andrew compte pour maman. Quoi qu'il arrive, il fait toujours partie de cette famille. » Charles est resté silencieux. Il savait qu'Anne avait raison. Mais en tant que roi, il comprenait également que chaque action qu'il entreprenait serait scrutée par le public. Quitter le palais à minuit simplement parce qu'un jeune frère avait été déchu de ses fonctions pourrait déclencher une tempête de spéculation à laquelle la famille royale n'était pas prête à faire face. Un silence pesant a envahi la pièce. La lampe de bureau projetait de la lumière sur des piles de documents, se reflétant sur la surface de bois sombre. Dehors, le vent hurlait à travers les grandes fenêtres, faisant flotter les rideaux de soie. Dans cet espace, même leur respiration semblait lourde. Puis, la porte a grincé et s'est ouverte. Camilla est entrée. Elle portait une robe de soie grise, ses cheveux attachés à la hâte, son visage montrant de l'épuisement, mais ses yeux froids et illisibles. Elle n'a rien dit au début, se contentant de jeter un coup d'œil aux deux frères et sœurs avant de s'approcher lentement du bureau. Sa présence a rendu la pièce tendue suffocante.
La lumière jaune a mis en évidence ses traits, créant des zones d'ombre et de luminosité qui rendaient difficile de discerner une émotion véritable. Charles s'est légèrement déplacé comme pour parler, puis s'est arrêté. Camilla a posé légèrement une main sur son épaule, un geste de réconfort. Pourtant, sa voix portait un sous-entendu de quelque chose de plus profond. J'ai entendu le téléphone. Que s'est-il passé? Anne a répondu à sa place. Andrew, il vient d'être emmené aux urgences. Camilla a haussé un sourcil, ne trahissant aucune émotion. Elle s'est versé une tasse de thé de la théière en porcelaine sur le bureau. Ses mouvements délibérés, précis, presque froids. Le doux cliquetis de la cuillère contre la tasse a brisé le silence tendu. Charles a regardé sa femme, l'incertitude dans ses yeux. Il était pris entre deux rôles, un frère aîné inquiet et un roi qui ne pouvait pas agir uniquement sur l'émotion. Anne l'a remarqué, son expression se crispant d'inquiétude. Personne n'a plus parlé. Seule la vieille horloge a continué à tic-taquer régulièrement, chaque son froid et précis. Camilla s'est lentement déplacée vers la fenêtre, regardant la cour enveloppée de brouillard, sa silhouette floue contre la vitre, distante et inaccessible. À ce moment, Charles a réalisé que sa simple présence, aussi silencieuse soit-elle, donnait à tous ceux qui se trouvaient dans la pièce l'impression de se tenir sur un seuil impossible. Anne a serré les mains, son regard fixé sur son frère. Pourtant, elle n'a rien dit. Charles a baissé la tête, perdu dans ses pensées. La pièce s'est enfoncée dans un silence lourd et palpable, si dense que le tic-tac de la trotteuse semblait assourdissant. Et dans cet air obscurci, une chose était comprise sans mots. Cette conversation, tôt ou tard, ne se terminerait pas ici, à l'intérieur de Buckingham Palace. L'horloge a sonné 3h du matin. La trotteuse a cliqué doucement à travers les vastes couloirs drapés de velours. Dehors, le brouillard était si dense qu'il avalait la lueur jaune des fenêtres. Personne ne parlait, chaque pas étant prudent et mesuré. Dans le bureau du roi, des lampes de bureau éclairaient des documents inachevés, la vapeur s'échappant du thé froid, l'air épais d'une inquiétude non nommée. Anne a brisé le silence en premier, étant arrivée de sa résidence privée, son visage montrant de la fatigue à cause du long voyage à travers la nuit froide. Sa voix était décisive, ne laissant aucune place à l'hésitation. « Père ne nous pardonnerait jamais si nous laissions Andrew dans cet état. Tu dois aller à l'hôpital maintenant. » Charles a levé la tête, les yeux fatigués et injectés de sang rencontrant les siens. Il est resté silencieux pendant un long moment, comme s'il organisait ses pensées confuses. Un courant d'air froid a fait trembler les rideaux, et l'horloge antique a tic-taqué, lui rappelant que le temps filait. « Enfin, eh bien ?» a-t-il dit lentement. « Je veux y aller, mais est-ce la bonne chose à faire, Anne? Tout le pays observe chacun de mes mouvements. » Une seule mauvaise image, et les médias vont tout déformer. Anne a froncé les sourcils, se rapprochant. « Tu n'es pas seulement un roi, Charles, tu es un frère. Un frère ne peut pas prétendre ne pas savoir quand son frère gît sur un lit d'hôpital. » Le silence est retombé. Des pas ont résonné faiblement dans le couloir. La porte s'est ouverte et Camilla est entrée. Elle portait une robe de soie ivoire, ses cheveux ébouriffés, son expression calme. Son regard les a balayés tous les deux, s'attardant sur Charles. La pièce déjà tendue a semblé se contracter davantage. « Quel est tout ce remue-ménage » demanda Camilla doucement. Pourtant, c'était clair. Anne s'est tournée vers elle, inflexible. « Le prince Andrew est à l'hôpital. J'exige que le roi s'y rende immédiatement. » Camilla a haussé un sourcil, un éclair de surprise traversant ses traits avant de reprendre son sang-froid. Elle s'est approchée du bureau, posant une main doucement sur l'épaule de Charles. Au milieu de la nuit, demanda-t-elle d'une voix basse et froide, « Penses-tu vraiment qu'il devrait être là en ce moment ?»
Le ton d'Anne était ferme et vif. « Oui, parce que c'est la bonne chose à faire. » Camilla a expiré doucement et s'est détournée. Sous la lumière jaune, son expression s'est aiguisée, froide et précise. « Nous devons penser au-delà de cela, » a-t-elle dit. « Si la presse capture des images du roi quittant le palais à minuit, qu'écriront-ils? Ils supposeront que quelque chose de terrible se passe au sein de la famille royale. Demain matin, nous serons submergés de rumeurs, de panique et de gros titres sensationnels. » Charles est resté silencieux. Il savait qu'elle avait raison d'une certaine manière. Pourtant, le ton de sa voix pesait lourdement sur lui. Anne la regardait, les yeux brillants de colère. « Il ne s'agit pas d'apparence, Camilla. Il s'agit d'un être humain. » Camilla n'a pas répondu, rencontrant le regard d'Anne avec le même calme glacial. Quelques instants de silence se sont écoulés avant qu'elle ne reprenne la parole, chaque mot délibéré et ferme. « Nous ne pouvons pas laisser les médias voir le roi quitter le palais à minuit, simplement parce que quelqu'un ne détient plus de titre officiel. » Les mots sont tombés comme du plomb. Charles a jeté un coup d'œil à sa femme, puis à sa sœur. À ce moment-là, il s'est senti tiraillé, d'un côté par le devoir d'un frère, de l'autre par les obligations d'un monarque protégeant l'image de la famille royale. Dans un moment fragile, Anne a serré les poings. « Que viens-tu de dire? Il est toujours le frère de Charles. Il était autrefois un prince à nos côtés. Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec son passé, mais il fait toujours partie de la famille. » Camilla est restée silencieuse. Elle n'a pas détourné le regard. Pourtant, il n'y avait aucune trace de rétractation de ses mots. Charles s'est levé, faisant quelques pas autour de la pièce, comme pour échapper à la tension suffocante. Il s'est finalement retourné, parlant doucement. « Je vous comprends toutes les deux, mais je ne peux pas laisser l'émotion me guider. Si j'y vais demain, tous les journaux montreront ma photo devant l'hôpital et les gens se demanderont pourquoi. » La voix d'Anne tremblait de colère. « Parce que tu es humain, Charles, pas un symbole, quelqu'un qui ressent la douleur, qui s'inquiète pour son frère. C'est ce que le public comprendra. » Camilla a rencontré le regard d'Anne, sa voix légère mais glaçante. « Je crois cependant qu'ils ne comprendront pas. Ils ne verront qu'un roi faible, lié par le passé. » La pièce a semblé se fracturer. Anne s'est levée, la déception gravée sur son visage. Elle a regardé son frère pendant un long moment avant de parler doucement. « Tu as changé, Charles. Ce palais a fait de toi quelqu'un d'autre. » Elle s'est retournée et est partie sans se retourner. La porte s'est fermée, laissant Charles et Camilla en silence. L'horloge a tic-taqué régulièrement, sèche et inflexible. Charles s'est affaissé dans son fauteuil, la tête baissée, les mains jointes. Il n'a rien dit. Camilla se tenait derrière lui, les yeux suivant les jardins de Buckingham obscurcis à l'extérieur. Elle a murmuré, presque pour elle-même, « Nous devons tout stabiliser avant l'aube. » Charles n'a pas répondu. Il a simplement fermé les yeux, expirant comme s'il était conscient que quel que soit le choix qu'il ferait, rien ne pourrait revenir à ce que c'était autrefois. La conversation dans cette pièce s'est terminée sans résolution claire. Pourtant, chacun comprenait où résidait l'autorité finale avec Camilla. Alors qu'elle s'éloignait silencieusement, le froid du fantôme et le doux bruissement de sa robe de soie traînant sur le sol persistaient, laissant le roi seul dans l'obscurité. Dehors, le brouillard s'épaississait. Buckingham Palace restait silencieux, mais à l'intérieur, une nouvelle frontière avait été tracée. Entre la famille et le devoir, entre le cœur et la couronne. La salle de réunion restait lourde de tension. Chaque respiration semblait retenue. Charles, Anne et Camilla étaient assis immobiles, les regards se croisant entre eux, personne n'osant parler. La lumière jaune des lustres anciens tombait sur la lourde table en bois, se reflétant sur leurs visages tendus. L'horloge murale tic-taquait régulièrement,
chaque seconde étant un compte à rebours vers une décision qui n'avait pas encore été prise. Anne a rompu le silence en premier, sa voix ferme et résolue. « Le prince Andrew est à l'hôpital. J'exige que le roi s'y rende immédiatement, non pas pour le protocole ou les titres, mais parce qu'il est mon frère, et c'est la responsabilité d'un frère. » Ces mots étaient convaincants, mais ajoutaient à la tension suffocante. Elle s'est assise droite, les mains serrées sur la table, les yeux fixés sur Charles, attendant un signe d'accord. Charles se sentait déchiré. Il fixait la petite carte sur la table comme si elle pouvait contenir la réponse. Ces deux rôles de frère et de roi se heurtaient avec une force suffocante. À l'intérieur, il ressentait la pression des médias, de la famille royale et de son propre cœur. Chaque respiration pesait lourdement, le tyran entre le devoir et la famille. Camilla était assise silencieusement, observant chaque mouvement, chaque geste des deux autres. Elle n'a rien dit. Pourtant, sa présence était une pression invisible, intensifiant la tension de la pièce. Elle était l'ombre de l'autorité, façonnant subtilement l'espace sans un seul mot. Anne a insisté, sa voix mêlant persuasion et frustration. Nous ne pouvons pas seulement penser à l'image de la famille royale devant le public. La famille passe en premier. Andrew a besoin de nous maintenant dans cette nuit sombre. Elle a souligné chaque mot, ne laissant aucune marge de manœuvre à Charles. Charles a légèrement secoué la tête, les yeux dérivant vers les lampadaires brumeux à l'extérieur de la fenêtre. Il voulait réagir, se lever, dire qu'il comprenait. Pourtant, l'hésitation a avalé chaque mot. Son cœur souffrait pour son frère, mais le roi en lui rappelait qu'un faux pas maintenant pourrait déclencher une tempête médiatique aux proportions catastrophiques. Camilla a finalement parlé, sa voix calme mais acérée, attirant immédiatement l'attention. Nous ne pouvons pas laisser les médias voir le roi quitter le palais à minuit simplement parce que quelqu'un ne détient plus de titre officiel. Elle a fait une pause, son regard fixé sur Charles, mesurant sa réaction. Si nous le faisons, la perception du public sera faussée et l'image de la famille royale subira de graves dommages. Anne a froncé les sourcils, mais n'a pas répondu immédiatement. Elle a senti le pragmatisme froid dans les mots de Camilla, une perspective qui contrastait complètement avec l'émotion et la responsabilité familiale qu'elle portait. L'atmosphère dans la pièce était tendue, chaque mouvement chargé de sens et de poids. Charles est resté silencieux, les doigts légèrement entrelacés, déchiré entre son devoir de frère et l'avertissement de Camilla. Il a ressenti l'intense conflit intérieur, le cœur et l'esprit le tirant dans deux directions entièrement différentes. Des gouttes de sueur ont perlé sur son front, alors que ses yeux se sont tournés vers Anne, puis de nouveau vers Camilla, comme s'il cherchait une solution miraculeuse. Finalement, Anne s'est levée, se dirigeant vers la fenêtre, les mains agrippant le cadre en bois. Elle a expiré, sa voix tremblant mais résolue. « Je ne peux pas rester les bras croisés. C'est la famille, pas la politique ou l'image. » Elle s'est tournée vers Charles, les yeux défiants mais lourds de la douleur d'une sœur. Camilla est restée silencieuse, observant Anne et Charles. Elle a compris qu'en ce moment, le pouvoir ne résidait pas seulement dans les mots, mais dans la capacité à guider les autres vers sa volonté. Sa présence dans la pièce était plus imposante que jamais. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix, seulement du calme mesuré dans son regard. Charles a soupiré doucement, finissant par relâcher ses mains et faisant un léger signe de tête, bien qu'il n'ait toujours rien dit. Le silence s'est installé à nouveau, plus lourd qu'avant. Anne est restée immobile, sa tourmente intérieure couvant. Elle savait que pour persuader Charles, la patience était requise. Mais en ce moment, la patience ne faisait qu'accroître son anxiété. Camilla s'est approchée légèrement de la table, posant sa main sur les documents, les yeux fixés sur Charles. Nous devons décider maintenant, non pas pour le sentiment ou le devoir familial, mais pour l'image de la famille royale.
Un faux pas maintenant laissera une marque indélébile. Andrew a pris une profonde inspiration, les yeux brillants de détermination. Mais nous parlons de sang, d'une personne qui a besoin des soins de son frère. Aucun de nous n'a le droit d'ignorer cela. Charles s'est figé, regardant les deux femmes devant lui. Sa poitrine s'est serrée. À chaque minute qui passait, la tension dans la pièce semblait prête à exploser. Chaque regard, chaque geste et chaque mot portaient le poids d'une décision qui n'avait pas encore été prise. Enfin, Camilla a fait un pas en arrière, gardant toujours les yeux fixés sur Charles. Elle n'avait pas besoin de prononcer un autre mot. Sa seule présence a clairement indiqué que la décision ultime lui revenait désormais. Bien qu'elle ne soit qu'une ombre de pouvoir dans la pièce et qu'elle soit restée immobile, le visage mêlant frustration et tension, réalisant que quoi qu'elle dise, la dernière étape ne serait pas la sienne. Charles s'est affaissé dans son fauteuil, les yeux lourds, fixant silencieusement ses mains. Son hésitation n'était pas seulement un choix entre le devoir et la famille, mais un test de pouvoir dans son rôle au sein de la monarchie. Chaque battement de cœur, chaque respiration s'est tendue, comptant à rebours les secondes, avant une décision difficile que personne n'osait exprimer à voix haute. La pièce est retombée dans le silence une fois de plus, seulement le tic-tac de l'horloge, le doux bruissement du papier et les respirations régulières des 3 personnes restantes. La pression semblait s'infiltrer à travers les murs comme un brouillard froid, recouvrant tout le palais. Anna regardait par la fenêtre, sentant le fossé entre le cœur et la responsabilité, entre la loyauté familiale et la couronne. Camilla est restée immobile, sa silhouette seule, mais son autorité indubitable. Elle marchait lentement, légèrement, comme un héritier. Pourtant, chaque pas laissait une empreinte de pouvoir et de décision. Anne et Charles sont restés assis. Anne avec une colère inexprimée. Charles avec un silence tourmenté, sachant que quel que soit le choix fait, il laisserait une marque durable. Le lendemain matin, alors que le brouillard enveloppait encore les jardins de Buckingham, la déclaration officielle a été publiée. Bref, froid et calculé. Pas de mots supplémentaires, pas d'émotion, seulement l'affirmation plate de la réalité que la famille royale voulait transmettre. Le prince Andrew reçoit actuellement des soins médicaux. La famille royale apprécie l'inquiétude du public. Le public britannique, habitué à une famille royale qui apparaissait ouvertement pendant des moments de crise, a été immédiatement stupéfait. La première réaction a été un long silence, suivi de vagues d'indignation se propageant de Londres à Édimbourg. Des petites ruelles au café chic, des questions se sont posées. Pourquoi attendre le lendemain matin, plus de 2 heures après l'incident, pour publier des informations officielles? Pourquoi aucun mot du roi ou de la reine Camilla pour rassurer le public? Sur les réseaux sociaux, les hashtags comme Prince Andrew, Buckingham et Royal Silence ont été fortement mis en avant. Des commentaires de colère et de confusion ont afflué. Un membre de la famille est dans un état critique et il reste silencieux. Pourquoi le roi ne s'est-il pas rendu lui-même? Camilla orchestre-t-elle tout dans les coulisses? Le public a fait des comparaisons avec l'époque de la reine Élisabeth II. Lorsque n'importe quel membre de la famille était confronté à une crise de santé, elle apparaissait personnellement, souvent dans une tenue simple, mais sa présence rassurait la nation. Maintenant, son absence n'a fait qu'amplifier la frustration du public. Les journaux britanniques d'aujourd'hui ont tous placardé leurs premières pages, avec des titres débordant de suspicions et de critiques. Un article du Times disait « Camilla a transformé Buckingham en un lieu de principe, où chaque décision doit suivre la raison et la formalité, non plus une maison, où les liens familiaux passent en premier. » L'article comparait ensuite la gestion des situations sous la reine Élisabeth II avec l'approche d'aujourd'hui,
soulignant qu'à cette époque, les soins directs de la famille royale créaient de la chaleur et de la proximité pour le public, alors que maintenant, la distance semble froide et insurmontable. The Guardian a publié une série de commentaires de lecteurs, dont beaucoup révélaient une profonde déception. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire en sorte que tout ait l'air officiel et parfait aux yeux du public. Mais Buckingham ne contient plus la chaleur d'une famille. Un autre lecteur a écrit « Si c'est ainsi qu'il gère les affaires de famille, qui peut encore croire que la famille royale est un modèle de responsabilité et de compassion ?» Ces réactions ne sont pas restées de simples insatisfactions. Elles se sont rapidement transformées en une pression publique que la famille royale ne pouvait plus ignorer. Pendant ce temps, les commentaires des médias internationaux ont commencé à se répandre. CNN, BBC et Sky News ont tous couvert l'événement, notant que le maintien du silence à un moment aussi crucial était sans précédent dans l'histoire royale récente. Les analystes ont souligné que si Andrew était une personne ordinaire, cela serait peut-être passé inaperçu. Mais en tant que prince et membre d'une famille observée dans le monde entier, le silence est devenu un problème sérieux. L'indignation du public britannique s'est combinée à une intense curiosité quant au fonctionnement interne du palais. Même les plus petits détails ont été disséqués. Qui a informé le roi? Quel rôle Camilla a-t-elle joué dans la décision concernant la déclaration? Et Anne, qui avait demandé au roi de se rendre à l'hôpital. Comment s'est-elle sentie en voyant l'affaire réduite à une déclaration froide et impersonnelle? Cette curiosité a tourné l'attention du public non seulement vers Andrew, mais vers tout l'appareil royal, du roi Charles et Camilla à Anne et leurs conseillers proches. Les experts des médias royaux ont observé que la déclaration avait un objectif clair, celui de maintenir l'image de la famille royale stable aux yeux du public, sans révéler aucune vulnérabilité. Pourtant, cette stratégie s'est retournée contre eux car le public attendait de la chaleur, une présence familiale et de l'empathie. La froideur a par inadvertance symbolisé la distance croissante entre la monarchie et le peuple, entre le trône et le cœur humain. Dans les émissions de radio et les podcasts royaux, les commentateurs ont souligné que cette approche signalait un changement dans les principes du palais. Selon les reportages de presse et certains analystes, Camilla a transformé Buckingham en un lieu où le pouvoir et le protocole l'emportent sur le sentiment familial. Chaque décision doit être calculée en fonction de la perception du public, et le silence prolongé sur l'état critique d'Andrew est devenu un témoignage vivant de cela. Les réactions des réseaux sociaux sont allées plus loin, contrastant la monarchie d'aujourd'hui avec les valeurs que la reine Élisabeth II incarnait, le dévouement, la proximité et la priorité toujours donnée à la famille. Ce contraste frappant a alimenté des vagues d'indignation, de scepticisme et de déception, mettant la famille royale sous une pression médiatique sans précédent. Le public a scruté chaque mouvement de Charles, Camilla et Anne. Chaque photo, chaque déclaration mineure du lendemain a été analysée méticuleusement. La presse britannique a noté que la déclaration avait provoqué un tollé majeur au sein du public, non seulement en raison de son contenu, mais aussi de la manière dont elle avait été présentée. Trop bref, trop froid, manquant d'humanité. Les discussions télévisées du matin ont atteint un sommet, les commentateurs se demandant si Buckingham était devenu un lieu de principes secs, où le pouvoir et le protocole priment sur les liens familiaux et le devoir humain. Les analyses ont suggéré que l'influence de Camilla sur les décisions internes pourrait remodeler la façon dont la famille royale réagit aux crises, en privilégiant l'image par-dessus tout. Le public britannique a inévitablement comparé cela à la reine Élisabeth II, qui apparaissait toujours personnellement lors de situations similaires, quelle que soit l'heure ou les conditions, pour rassurer à la fois la famille et la nation. Ce contraste a mis en évidence le fossé grandissant entre la monarchie d'aujourd'hui et les valeurs traditionnelles que le public chérissait autrefois. Dans les journaux,
les réseaux sociaux et la télévision, la question persistait. Le silence et l'approche calculée de la famille royale ne risquent-ils pas d'éroder l'image accessible et familière que le public connaissait autrefois? La réponse est restée floue. Mais une chose était certaine. La déclaration froide et sèche publiée ce matin avait déclenché une réaction publique que la monarchie ne pouvait ignorer, posant un défi majeur quant à la manière dont elle allait gérer les crises futures. Pourtant, au milieu de la tempête de critiques, une silhouette est apparue discrètement aux portes de l'hôpital, ne nécessitant ni caméra ni déploiement cérémonial. La nuit a enveloppé la scène tranquille, avec seulement de faibles lampadaires et une fine brume effleurant les murs de pierre de charbon. Charles a émergé dans un long manteau gris, les épaules carrées, marchant lentement mais délibérément. Un garde du corps de confiance le suivait à une distance respectueuse, suffisante pour assurer la protection sans empiéter sur l'intimité du moment. Pas de cortège, pas de projecteur, juste deux silhouettes se déplaçant dans la nuit, cherchant silencieusement le calme au milieu de la tempête médiatique. Les portes de l'hôpital se sont ouvertes lentement alors que Charles entrait. Le froid de la nuit s'est infiltré dans son manteau, mais n'a pas pu atténuer la faible lumière provenant des lampes intérieures. Le couloir menant à l'unité de soins intensifs était si silencieux que chaque pas résonnait comme un rappel de la fragilité du temps. Charles a pris une profonde inspiration, rassemblant toute son anxiété et son conflit intérieur, déterminé à ne pas perturber ce moment crucial. Lorsque la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte, Andrew était allongé sur le lit, frêle et pâle. Pourtant, ses yeux conservaient cette vivacité familière. Charles s'est avancé, se penchant légèrement, plaçant sa main sur celle de son frère. Il n'y a pas eu de grands mots, pas de cérémonie, juste une présence tranquille, suffisante pour remplir la pièce d'émotion. Sa voix était basse, à peine audible pour Andrew. « Tu as assez souffert, Andrew. » Andrew a levé les yeux vers son frère, les yeux fatigués, mais reconnaissants. Seulement quelques mots, mais ils portaient le poids de l'affection, de l'attention et du remords de ne pas avoir pu protéger son frère des pressions et des jugements au-delà de ses murs. Charles a tenu la main d'Andrew pendant un long moment, comme s'il essayait de capturer chaque instant de famille avant de retourner aux obligations du trône. Autour d'eux, personne d'autre n'est apparu. Seule la douce lumière de la lampe de la pièce tombait sur les visages des frères, jetant des lignes à la fois solennelles et tendres. Pas de caméra, pas de journaliste, rien pour perturber ce moment. Tout était calme, ne laissant que l'amour fraternel, silencieux mais puissant, se faufilant à travers les plus petits détails. Une pression de la main, un regard, une larme. De loin, Sarah Ferguson regardait à travers la vitre. Elle n'est pas intervenue, ne voulant pas briser ce moment privé, mais ses yeux étaient embués. Un fin mouchoir a été brièvement pressé contre son visage pour essuyer les larmes silencieuses qui coulaient. La scène était un rappel d'une famille qui avait enduré d'innombrables épreuves, bravé les tempêtes de l'examen minutieux des médias, tout en préservant les liens de parenté. Sarah a ressenti le poids du moment, un événement où la réputation, le pouvoir et le protocole ne pouvaient se comparer à la connexion humaine. Charles s'est attardé près du lit, observant silencieusement Andrew, gravant chaque détail dans sa mémoire. Chaque respiration, chaque geste de son frère est devenu précieux, et il savait que ces moments pourraient être éphémères. La chambre d'hôpital semblait sacrée dans son immobilité totale. Juste les deux frères et le rythme tranquille de leur cœur sous la faible veilleuse. Charles n'a rien dit de plus, tenant la main d'Andrew, laissant sa présence transmettre l'encouragement que les mots ne pouvaient pas. Le moment s'est prolongé, lourd mais chaleureux. Charles ne pouvait pas défaire les années de difficultés qu'Andrew avait endurées, mais il pouvait être là, un rappel que la famille restait,
que l'amour persistait malgré la tempête de l'examen minutieux du public et de l'éclat des médias. Lorsque Charles a quitté la pièce, marchant tranquillement dans le couloir de l'hôpital, il a conservé la même dignité silencieuse. Le garde du corps l'a suivi à une distance respectueuse, honorant la conclusion du moment privé. Pas de pompe, pas de projecteur, juste le passage tranquille d'un frère, un roi naviguant dans la tension entre le devoir et le sentiment. Dehors, le brouillard recouvrait toujours le terrain de l'hôpital. Le froid s'est infiltré dans tous les coins, mais il n'a pas pu atténuer la chaleur contenue à l'intérieur de cette pièce. Sarah Ferguson est restée, regardant la silhouette de Charles s'estomper, émue et consciente que ce serait l'un des souvenirs les plus inoubliables de la famille. Pendant ce temps, Camilla était assise seule dans le vaste bureau de Buckingham. La douce lueur jaune d'une lampe de bureau mettait en évidence ses traits acérés et froids. Elle n'a rien dit, impassible, mais chaque geste rayonnait d'une autorité et d'un contrôle absolu. Tout autour d'elle, les journaux, les messages téléphoniques, les notes des conseillers, étaient examinés attentivement avant d'agir. Elle savait que dans la famille royale, même un moment de vulnérabilité pouvait anéantir un héritage construit sur des générations. En parcourant la liste des événements récents, l'image d'Andrew a surgi dans son esprit, non pas avec compassion, mais avec une conscience aiguë. Chaque action, chaque mot pouvait déclencher des vagues imprévisibles d'attention médiatique. Ces scandales passés avaient ébranlé Buckingham. Camilla avait préconisé de restreindre, voire de couper ses engagements publics afin de préserver le protocole et l'image royale. Maintenant, avec sa maladie, elle ne laissait aucune émotion personnelle influencer les décisions. Chaque message, chaque appel des gardes ou des conseillers était analysé froidement, comme si elle commandait une bataille invisible. Sa distance par rapport à Andrew n'était pas de l'indifférence, mais de la prudence. Tout geste de sympathie ou de faiblesse pouvait être exploité par la presse, même en silence. Camilla observait tout. La lumière dans le couloir, les pas des passants, les chaises disposées dans un ordre parfait, tout reflétait le pouvoir et la discipline qu'elle maintenait sans compromis. Pourtant, parfois dans cette pièce, Camilla ressentait une profonde solitude. Le pouvoir et la discipline la plaçaient au sommet de la prise de décision, mais l'isolaient des mouvements naturels de l'émotion humaine. Personne avec qui partager, pas de rire, pas de réconfort, seulement un froid calcul dans la solitude de se tenir entre le cœur et le trône. Elle savait que chaque action de ce soir comptait, pas pour Andrew, pas pour Charles, mais pour la monarchie. Chaque fuite, chaque regard du public pouvait modifier l'équilibre du pouvoir. Camilla contrôlait tout. Pourtant, elle était la plus seule dans la vaste pièce où l'émotion n'avait pas sa place. Seulement l'autorité et la discipline. À l'aube à Windsor, le brouillard s'accrochait toujours au toit. Des oiseaux chantaient près des avant-toits, et les premiers rayons du soleil filtraient à travers la fenêtre de l'hôpital, illuminant le visage fatigué mais alerte d'Andrew. Bien qu'affaibli par l'épreuve de la nuit, il tenait fermement la main de Sarah Ferguson, trouvant une petite mesure de paix au milieu de journées tumultueuses. Le public à l'extérieur continuait de poser des questions. Cela pourrait-il être le signe que l'ancienne ère de Windsor touchait à sa fin? La santé d'Andrew déclinait. Charles faisait face à un stress croissant, et le mécontentement d'Anne face aux décisions du palais devenait de plus en plus évident. Un initié proche a révélé qu'après cet incident, la relation entre Camilla et Anne était presque brisée. Bien que non confirmés officiellement, ces mots ont suscité de sérieuses spéculations parmi les observateurs royaux quant à l'avenir et à l'équilibre du pouvoir au sein de la famille. Charles a discrètement envoyé un bouquet à l'hôpital, accompagné d'une petite carte. La famille est toujours l'endroit où revenir, quelles que soient les tempêtes.
Ce simple geste semblait le souligner. Même au milieu du pouvoir et du devoir, noyé dans le protocole, il restait des moments de pure connexion familiale. Le matin paisible combiné à la respiration lente et régulière d'Andrew créait un contraste frappant avec la nuit chaotique précédente. Toute la tension, tous les conflits, tous les calculs de pouvoir se sont temporairement effacés, laissant place à la compassion, à la compassion et à la possibilité de pardon. À l'intérieur de la chambre d'hôpital, Andrew regardait par la fenêtre, le soleil tombant sur un visage encore marqué par la fatigue, mais rempli d'espoir. Sarah lui tenait doucement la main et, ensemble, ils partageaient une compréhension tranquille que même dans les couloirs froids du palais ou au milieu des manœuvres de pouvoir, il y avait encore de la place pour l'humanité et la famille. Ces moments simples, sans pompe, sans cérémonie, étaient précisément ce qui donnait un vrai sens à l'idée de famille royale.